Un peu la table pour ce panel. Donc, on est sur la transformation numérique. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que nos PME en font assez? Je pense que c'est un peu la préoccupation de départ. Je lisais, là, je glanais quelques informations avant de venir à la table et McKinsey disait qu'en 2020, on a vécu l'équivalent de 7 transformations numériques, 7 ans de transformation numérique dans une année. Donc, ça, c'est l'intensité qu'on a vécue dans la dernière année en termes de transformation numérique. Est-ce que nos PME ont répondu à l'appel? On va faire le point là-dessus. Aussi, les 20 prochaines années, les compétences numériques seront essentielles pour 90% des emplois. Je pense que ça aussi, ça amène une autre pression pour nos entreprises. Alors, dans le fond, notre table, la question de fond, c'est les capacités de nos PME à gravir des échelons mondiaux de la compétitivité. Donc, bon, voilà, j'en sais comme ça. On a du côté les bleus. On a donc des manufacturières, nos championnes, Proden, Waterax, Adfas avec nous. On a nos sages là, de la situation, ceux qui sont au service de ces entreprises-là, au conseil, Desjardins, donc Pierre-Olivier. On vous a nommé, donc je vais aller plus vite, là, donc Desjardins, BDC, Yulcom, MoveAI, puis enfin nos donneurs d'ordre ou nos grandes entreprises qui finalement se retrouvent peut-être à donner des ordres, mais surtout à coordonner finalement toute cette rapidité-là, donc Pfizer, Bombardier, Hypertech et Lumen. Alors, je commence et puis je vais envoyer la première. On va commencer par un peu faire cet état de situation. Puis, mon cher Luc Poirier, je vais te l'envoyer, cette première question, parce que c'est un peu toi qui a un peu initié cette préoccupation, je pense, dans les débats qui précèdent la conférence. Est-ce qu'il y a vraiment un danger pour nos PME? Lumen, là, vous avez le point de vue sur la grande entreprise à travers le monde. C'est ce que tu sais, là, vous avez vraiment un poste privilégié, je pense, que tu peux nous partager. Puis, qu'est-ce que tu vois pour nos PME du Québec? Bon, plein de choses. Danger, non. Être sensible à ce qui se passe autour, oui. J'ai la chance, avant, si on oublie, on met la pandémie entre parenthèses, j'ai la chance de voyager quand même assez souvent aux États-Unis, puis aussi visiter plein de clients au Québec, plein de clients au Canada, qui ont des entités corporatives au Canada, etc. Puis, on a souvent mentionné que le Québec, les PME du Québec étaient en retard. Plein de choses. Puis, effectivement, on était dans un statut assez spécial en Amérique du Nord. Le Québec, c'est une fourmilière de PME. Il n'y a pas rien comme territoire géographique en Amérique du Nord qui a autant de PME. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la définition d'une PME n'est pas la même au Québec, au Canada, aux États-Unis, en dimension et en chiffre d'affaires. Donc, tout ça, ça peut être interprété d'une façon à ce qu'on dit, OK, on est en retard, tout ça. De ce que je vois, les PME au Québec ne sont pas en retard, ne sont pas en avance. Je fais souvent l'analogie du Tour de France, où c'est que tu as de gros pelotons de cyclistes. On est là-dedans. OK? Est-ce qu'il y en a qui dépassent le peloton en avant? Oui. Puis est-ce qu'il y en a qui sont en arrière? Oui. L'affaire, c'est de rester dans le dedans. Parce que la qualité des PME au Québec, elle est exceptionnelle. Donc, si tu restes dans le peloton, tu vas te démarquer de par ta compétence, de par tes services puis tes produits que tu fais. C'est pas une question de compétence, c'est une question d'éducation, des choses comme ça. On est d'une classe mondiale d'ingénierie manufacturière au Québec. Ça, c'est clair. De là, la sollicitation qu'on se fait avoir à travers le monde. Ça, c'est une chose. Donc, le danger, c'est de s'asseoir sur ses lauriers. Est-ce qu'il faut être sensible à ce qui se passe? Puis, je le répète, je l'ai dit ce matin, faites des petits projets. Adfas, c'est l'exemple parfait. Faites des petits projets, mais faites-les rapidement. Puis quand vous allez terminer un, faites-en un autre, faites-en un autre, faites-en un autre. Puis de cette façon-là, encore une fois, l'analogie du Tour de France, tu restes dans le peloton, tu peux peut-être te démarquer dans certains aspects de la business. Fait que
moi, je ne suis pas inquiet. Le ministre a parlé ce matin que Québec a eu une augmentation de productivité. Donc, déjà là, c'est des signes comme quoi on ne se traîne pas les pieds. Fait que moi, je ne suis pas inquiet. Il faut juste être sur le radar. Parfait, c'était clair. Pierre-Olivier Brunel, en financement, on envoie des entreprises, des petites, des plus grandes. Luc, je comprends, tu nous dis il faut rester dans le peloton de tête, ça va relativement bien. Comment ça va pour les PME que vous voyez, qui viennent vous voir pour des projets? Définition de... là, je vais parler moins fort, je vais me reculer. OK. 50 employés et moins. Je vois dans ma tête, c'est ça une PME. Je pense qu'ils prennent un peu de retard, n'osent pas, ont peur, savent pas où aller. Puis c'est ça que j'espère d'une journée comme aujourd'hui, que les entreprises vont avoir une meilleure idée, puis de pouvoir suivre l'exemple, comme Luc vient de dire, d'Adfast. Je pense que l'exemple est parlant. Les outils sont là. Il faut juste aller les prendre. Il faut juste lever la main. Que ce soit là, aujourd'hui, je suis là en termes de financement. Le financement, il est là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que ce soit nous, que ce soit mon collègue Adil de BDC, que ce soit les autres institutions financières. On est là pour appuyer les entreprises. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Puis le danger, puis on en parlait, Annie, c'est hier ou avant-hier. Il y a des petites entreprises, bien sûr, de 1 à 5 employés. Peut-être que ça ne les concerne pas. Mais il y a toujours une manière d'optimiser le côté de fabrication, que ce soit du 4.0, que ce soit, il faut juste le regarder. Moi, je faisais le parallèle avec un ERP, mais c'est juste d'être sûr de ne pas être en arrière du peloton, de toujours pouvoir suivre le peloton. C'est ça qui me fait peur. J'ai peur qu'on prenne un retard. Mais on est là. Je pense que tout le monde autour de la table est là pour ça aujourd'hui. C'est intéressant de dire qu'il faut toujours continuer. Donc, c'est continu, c'est très exigeant, en fait, en termes de ressources pour les entreprises. J'envoie la parole à Jérôme ici, Youmani. Vous êtes de chez Yulcom. Est-ce que la crise vous a amené davantage de travail? Vous a amené, on voit que les PME, quand même, il y a eu du mouvement, là. Les types de projets, peut-être même, que vous avez vu de certaines tendances. Merci. Alors, effectivement, de notre côté, c'est un peu spécial. Nous sommes dans l'ingénierie informatique et tout le monde s'accorde à dire que c'est un domaine où il y a plus de demandes, évidemment, à cause du Covid. Il y a plus de travail à distance, plus d'automatisation. Et nous, au cours des 3 dernières années, on a connu une grosse croissance, mais les 2 dernières années encore plus. Beaucoup d'entreprises vont vers le cloud et beaucoup d'entreprises développent de nouveaux outils de collaboration à distance. Et on a reçu de nouvelles demandes. Je vais vous donner un exemple où on a travaillé juste avant la crise avec une compagnie de Ville-Saint-Laurent, Aeris Packaging. C'est une compagnie qui fait de l'emballage à air comprimé pour entrer dans les avions. Alors, tous les produits d'emballage. Et leurs clients viennent de partout, beaucoup aux États-Unis, beaucoup d'Asie et d'Europe. Et ces clients ne veulent pas se déplacer ici pour venir faire les commandes. Alors que quand vous prenez un téléphone, quand vous voulez emballer un téléphone, il y a des dimensions assez spéciales. Donc, il fallait intégrer un système, un logiciel à l'intérieur du site Internet qui permet à distance de faire une simulation de ce qu'on veut emballer et de commander à distance. Vous voyez, ça, c'est des exemples typiques. Nous, on ne s'attendait pas à ce type de demande. Calculer les dimensions, le poids et combien éventuellement ça coûtera pour envoyer par FedEx. Donc, en résumé, oui, on a de nouvelles types de demandes. Et pour terminer, par exemple, nous, on travaille avec la Banque mondiale à Washington et des demandes auxquelles on s'attendait pas, c'est dans les pays émergents. Les banquiers, ils veulent les former maintenant à distance parce que la Banque mondiale finance des banques commerciales pour automatiser leur système. Donc, on développe des plateformes de formation à distance, on intègre l'intelligence artificielle pour détecter les difficultés d'apprentissage des banquiers pour qu'ils puissent faire les formations à distance avant d'aller faire leur travail. Donc, c'est vraiment des demandes différentes. Mais oui, on a senti ces changements-là où il y a de nouvelles demandes, évidemment, beaucoup de croissance. Super intéressant. Donc, oui, voilà, merci. Donc, super intéressant, merci. Et ce que j'entends dans les demandes, c'est que c'est toujours, dans le fond, pour offrir aux clients, raccourcir le processus de vente
On lui donne le plus possible d'informations pour qu'il soit le plus possible autonome dans sa transaction. Et là, on convertit plus rapidement nos clients. Donc ça, c'est très intéressant. Du côté de Move AI, vous êtes dans l'applicatif, vous êtes dans l'intelligence artificielle avec des applications. Est-ce que vous avez eu ce rehaussement aussi de demande de clientèle? Quel type de projet aussi je serais intéressée de... C'est sûr que la pandémie, ça a emmené une certaine accélération ou un certain, je pourrais dire, une intensification de certains business cases ou certains besoins d'affaires dans les entreprises. Ce que ça fait aussi, c'est que je pense que ça a permis aux organisations de beaucoup shifter leur attention vers des applications ou des produits qui sont déployés en production, donc utilisés dans la vie de tous les jours dans l'entreprise pour améliorer les processus, et moins dans un focus qui était anciennement plus où l'IA était un beau laboratoire d'innovation dans l'entreprise, où on pensait à qu'est-ce qu'on allait faire demain. Les entreprises cherchent vraiment des applications, vraiment comment ils peuvent répondre à des besoins ou des problématiques actuelles dans l'entreprise. C'est sûr aussi que ça a fait un certain engouement vers tous les programmes de subvention qui existent au Québec en intelligence artificielle. Des programmes comme Scale AI avec des fonds fédéraux et des fonds provinciaux à pas loin de 285 millions pour aider les entreprises dans le supply chain. C'est vraiment des beaux programmes. Puis même ici au Québec avec InvestAI, un programme de 35 millions qui permet aux entreprises d'adopter l'intelligence artificielle de façon concrète. C'est sûr que là, les organisations ont dit, on a des problématiques, on a des opportunités, puis comment est-ce qu'on peut wrapper ça dans une demande de subvention pour aller chercher l'aide nécessaire pour pouvoir mettre ça en production. Donc, c'est sûr que ça a été un gros élément de notre croissance durant la pandémie. Avez-vous mentionné la taille de vos clients? Je vous dirais que la taille, au début, quand Move AI a commencé il y a à peu près 3 ans, on pensait qu'on allait être un peu, je dirais probablement, ou du moins mon opinion, la firme d'intelligence artificielle au service de la PME ici au Québec. Mais un peu à ton point de tantôt, la PME, ça a une définition quand même assez large ici au Québec. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que il n'y a pas un minimum de taille qui fait que tu es éligible ou bon pour l'IA ou le machine learning ou la science des données. C'est que c'est une question de scale. Est-ce que c'est quelque chose c'est un processus qui est suffisamment répétitif, suffisamment d'opportunités d'amélioration pour pouvoir emmener un impact dans l'organisation? Fait que c'est pas vraiment une question de taille, mais ce qu'on a remarqué, que c'est souvent les organisations de moins de 50 employés ont souvent un manque, les fondations manquantes pour pouvoir se lancer dans des projets d'intelligence artificielle, nettement au niveau de la collecte des données, la qualité des données, est-ce que les données sont bien labeled, est-ce qu'on a accès à de l'information qui est complète, et après ça, c'est même les infrastructures technologiques pour permettre de pouvoir déployer ces produits-là. Si on ne le déploie pas en production, puis les gens ne peuvent pas l'utiliser dans leur quotidien, mais cet outil-là, il ne sert à rien, puis il va faire partie de la statistique de McKinsey qui est 85% des modèles en machine learning ou IA sont tablettés parce qu'ils ne servent à rien en production. Fait que, tu sais, quand on pense à quelque chose, il faut penser à comment est-ce qu'on va mettre cet extrait-là dans un outil de travail quotidien et comment est-ce qu'on va s'assurer que l'adoption est au rendez-vous. Pas d'adoption, pas d'ROI. Et dans ces entreprises-là, malheureusement, à une certaine taille, n'ont pas, je pense, les pièces de fondation nécessaires pour se lancer dans des projets, du moins, de machine learning et intelligence artificielle. Merci. Adil Sef, je pense que c'était très éclairant. Vous avez un track record assez impressionnant dans le milieu manufacturier. Qu'est-ce que vous voyez post-COVID? Et autre question, est-ce que là, on voit que les entreprises de moins de 50 employés, peut-être, seraient plus menacées ou en tout cas, elles n'ont pas accès pour l'instant à cette révolution, je n'ai pas envie d'être dans ce débat, là, mais vers l'intelligence artificielle ou l'exploitation des données. Votre point de vue sur le sujet. Oui, effectivement, la COVID a fait en sorte qu'il y a eu deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont pu s'adapter. Il y a des entreprises actuellement qui continuent à penser. Parce que souvent, le frein, c'est l'investissement. Donc, on pense, se digitaliser, c'est des gros projets. Donc, c'est des projets qui vont coûter des millions et des millions de dollars. Mais par contre, quand on commence à se digitaliser, ça peut être à un petit niveau, ça peut être à un niveau de processus, et non pas juste l'entreprise, la grosse manufacturière qui va automatiser toute sa chaîne de production, l'accès à ses fournisseurs, sa chaîne de valeur aussi et son supply chain qui va être complètement intégré. Donc, on voit deux genres d'entreprises actuellement dans le scope qu'on a à travers nos clients au pays. Et ce que Luc a mentionné tout à l'heure,
l'écart, il n'est pas énorme. La BDC a fait quand même une étude dernièrement sur 2000 entreprises au pays et quand même, tout ce qui est digitalisation, on est presque à 26% comparativement. Même, on est un petit peu en avance sur l'Ontario. Ça, c'est l'étude qui a été faite. Et au pays, sur l'échelle nationale, on n'est pas différent même des États-Unis. Donc, il y a un écart presque de 1 point entre nous et des États-Unis. Il y a des belles choses qui se font. Par contre, pour des entreprises de taille donc plus modeste, moi je pense qu'il faut juste oser aller chercher de l'accompagnement, que ce soit du côté conseil, revoir les processus. Mais ce qui est important, c'est avoir une vision. Donc avoir une vision de sa digitalisation et aussi comment ils vont automatiser, définir après les objectifs et les priorités. Donc une fois quand on arrive à faire ça, le reste, ça devient plus facile. Mais on a quand même cette préoccupation sur la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que peut faire la PME? Comment elle peut tirer son épingle du jeu? Vous nous aviez raconté dans un échange précédent une belle histoire par rapport à ça. Oui, effectivement. Donc, quand on pense à une PME, on pense qu'elle n'a pas les moyens, mais elle a un avantage, une PME, c'est son agilité. Et dans une vie antérieure, quand même, on a vu certaines entreprises, surtout une qui était reliée à un grand donneur d'ordre, donc de semi-conducteurs, mais elle était plus avancée que le donneur d'ordre. Donc, elle était capable, avec l'information, avec le data qu'elle collectait, elle était capable même d'influencer même les tendances que le donneur d'ordre. Donc, ça, c'est un avantage. Et ce qui s'est passé, c'est que quand tu arrives à bien digitaliser et prendre de l'avance, mais automatiquement, elle s'est retrouvée à avoir une croissance plus élevée. Donc, c'est sûr, le donneur d'ordre, à un certain moment, il regardait, c'était lui qui allait chercher l'information pour pouvoir même commencer à prévoir sa production, sa demande. Donc, et ça, c'était une entreprise qui avait mis beaucoup d'efforts et elle a quand même rajouté en termes d'innovation, parfois dans certains produits. Donc, ça, on le voit au Québec. Vraiment intéressant. Donc là, on a vraiment l'exemple de la PME manufacturière qui va aller chercher de la visibilité sur son plancher de production, qui va aller chercher de l'agilité sur sa planification, sur son ordonnancement, puis être capable de transmettre des capacités. Et ça va donner ensuite un avantage à son client. Donc, comment donner de l'avantage à nos clients? Puis là, je pense que dans nos entreprises, je vous avais appelé les championnes. Là, on avait Proden, Adfas. Malheureusement, la personne de WaterX ne s'est pas présentée. Pierre Audet de chez Proden, le client dans votre transformation numérique, il est où? Eh bien, écoutez, chez nous, le client, dans la philosophie de l'organisation de l'entreprise, doit être au cœur de toutes nos décisions. On est à son service. Donc, nous, dans le domaine manufacturier, outillage sur mesure, des délais très rapides, ce qui était super important, c'est d'aller dans l'efficacité, la plus grande efficacité, et de nous assurer, bon, il y a l'efficacité sur notre plancher de production, mais il y a aussi l'efficacité dans les communications. Donc, déjà depuis plusieurs années, avec l'introduction de notre système ERP, ça a été de nous assurer que toutes les notions, notre outillage doit être efficace pour la production chez mon client, mais il y a toutes les activités qui sont autour. Donc, on s'est assuré de linker, de vraiment joindre nos communications avec notre clientèle et de toujours rester à l'écoute pour toujours être à l'avant, de nous assurer que dans notre proposition de valeur, notre clientèle, on devient la solution la plus efficace pour le marché. Le micro. Et donc, on revient encore avec cette notion sur le client, offrir de la valeur ajoutée. Donc, la technologie, oui, mais c'est toujours dans l'optique d'offrir de la valeur au client. Technologie au service de l'ajout de la valeur, tout à fait, tout à fait. Chez Adfas, c'est un peu ça aussi, j'imagine, le leitmotiv, la motivation dans la transformation.
Oui, absolument. Le client est au centre de tout ce qu'on fait. Donc, on a parlé d'adhésif, de scellant, d'équipement en tant que service, mais en fait, l'automatisation, le 4.0 chez nous, c'est tout. Ça comprend un CRM qui est interconnecté avec notre ERP. Ça comprend un site de commerce en ligne qui est interconnecté avec notre ERP. On essaie de prédire la demande. Nous, on fabrique à coup de lot, donc c'est de la customisation en masse, si on peut dire. Donc, on essaie de développer les produits qui sont personnalisés aux besoins du client pour son application, son marché, mais ça se reflète également dans nos communications. Donc, si le client il veut parler avec nous en personne, bien, on va envoyer nos équipes d'experts techniques à leurs usines ou dans leur chantier de construction. S'ils veulent communiquer avec nous par téléphone, on a un centre d'appel centralisé pour nos 11 localisations nord-américaines. S'ils veulent chatter avec nous en ligne, c'est de cette façon-là qu'on va le rejoindre. Donc, on est toujours à l'écoute de ses besoins au niveau du produit, son besoin au niveau du support technique, puis aussi dans la façon de lui rejoindre. Même si c'est aussi anodin qu'un courriel promotionnel. Est-ce qu'il veut recevoir le courriel? Est-ce que c'est à valeur ajoutée pour lui? Donc, on essaie de déployer toutes les technologies pour offrir une solution complète. Comment on mesure le succès dans ce cas-ci? Donc, c'est dans les choix de technologie. Nous, donc, à chaque jour, on analyse. Donc, on regarde l'engagement de la part du client dans notre CRM. Donc, on voit carrément lorsqu'un client a ouvert un courriel. Est-ce qu'il a téléchargé le document? Est-ce qu'il a répondu au courriel? Est-ce que par la suite, il a téléphoné? Donc, on analyse son comportement parce qu'on veut modifier le contenu pour que ça soit à valeur ajoutée, puis on veut arrêter de faire les choses qui ne les intéressent pas. Même chose au niveau, bien sûr, c'est facile d'analyser les ventes pour voir s'il y a une augmentation. On analyse l'engagement sur les réseaux sociaux, les Google Analytics. Il y a de la collecte de données sur toutes nos plateformes, donc on se doit de l'analyser. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu des experts dans l'analyse des données. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça fait des années qu'on collecte des données. Là, on se plonge dans le IA pour voir, pour vraiment avoir des algorithmes prédictifs. Oups, désolé. On est prédictif par rapport à des ventes ou par rapport à des nouveaux clients qui vont venir attirer des clients sur nos plateformes ou vraiment ça se traduit en vente et en nouveaux marchés? Donc, on profite un petit peu de tout ça à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on en profite au niveau des produits. On est capable de mieux segmenter les marchés, de mieux segmenter les clients. Puis en plus d'aller chercher une segmentation par territoire, parce que la business n'est pas pareil partout. On se promène aux États-Unis, au Canada, un petit peu partout. On se promène en Amérique centrale. Puis d'une place à l'autre, c'est différent. Les besoins sont différents. Fait qu'avec ce qu'on reçoit comme information à travers toutes nos communications, on est capable de mieux orienter notre développement de produits autant que notre marketing en fonction des besoins réels du client. Puis tu sais, on dit qu'on le fait beaucoup pour le client. L'automation, c'est fait pour le client externe, mais c'est fait aussi pour le client interne. Au niveau des employés, c'est important de voir l'évolution qui est faite à l'intérieur de l'entreprise, puis de voir les bénéfices qu'eux autres vont aller chercher par ça. Tantôt, M. Poirier parlait d'audace quand il parlait d'automation. L'audace, c'est d'amener comme compagnie une automation à l'intérieur de notre processus, mais c'est aussi d'amener l'employé à grandir au sein de la compagnie puis de prendre de plus en plus de responsabilités à travers de ça. Puis le partage de la richesse va venir avec le fait que les employés évoluent dans une compagnie qui est de plus en plus florissante. Je trouve ça quand même intéressant parce que j'aurais pensé que le secteur de la construction, c'est pas celui qui motivait la plus grande transformation numérique, dans le sens que c'est pas le secteur le plus tu sais, j'ai Hypertech à côté, je me dis c'est probablement plus rapide, mais on y reviendra. Du côté dans votre marché, pour vous, Pierre Audet, est-ce que vous êtes en avance? Est-ce que vous êtes vous suivez le rythme ou vous êtes en avance ou même un peu en retard, peut-être? Je sais pas. On est dans un domaine très niché. Mes clients sont dans l'emballage industriel, donc vous parlez de construction, je vais faire un parallèle. Mes clients sont dans la commodité. Effectivement, on va se dire qu'on pense qu'on est très avancé à la hauteur de nos moyens, dans le sens où le métier était un métier d'artisan. On l'a automatisé, les machines à contrôle numérique.
on a notre vision très claire que le futur, c'est après l'automatisation, la robotisation, la collaboration. On voit l'organisation passer d'artisans à, on arrive à 60 employés, on projette d'inclure des ingénieurs prochainement. C'est là cette grande transformation, mais en même temps, au niveau de mes clients, je parlais tantôt de la commodité, mais leur force motrice va être leur capacité de production. Donc, mes clients investissent énormément dans leurs équipements de production, donc on doit faire partie de leur solution. Fait que là, le virage qui se fait, c'est qu'on doit se rapprocher des équipementiers pour nous assurer que les outils qu'on produit vont être à la fine pointe. Puis comme tout le monde, on fait du sur-mesure, des délais très rapides aussi. C'est un bon point parce que le numérique, c'est une chose, mais ça reste que votre cœur de métier, c'est produire des outils, puis il ne faut jamais perdre que c'est ça, et que c'est ça qui doit rester pertinent. Et effectivement, ça évolue beaucoup, ça aussi. Donc, innovation, numérisation, il faut y aller en même temps. Ça fait beaucoup de pression sur nos entreprises. Effectivement, là, je voyais sur l'augmentation de la productivité, donc ça va relativement bien. Hein. On était à 2,9 en 2019 et là, on a augmenté de 7,1 en 2020. Peut-être aussi parce qu'on a été fermé une petite partie de l'année puis que ça a joué ces statistiques, mais ça, c'est d'autres choses. Je m'en vais du côté de nos donneurs d'ordre, de nos coordonnateurs de chaîne d'approvisionnement. J'ai de Pfizer, mon Dieu, Annie Sébastien, vice-présidente exploitation. Et comment ça a évolué dans les dernières années, cette chaîne d'approvisionnement? Je sais que vous avez joué des rôles plus proches de ça, justement, auparavant. Question intéressante. J'ai une anecdote que je vous ai racontée, je vais peut-être répéter, qui est très... on va peut-être me regarder et me dire qu'elle a un certain âge, mais je pense qu'elle est encore actuelle. Quand j'ai commencé ma carrière, puis probablement avant que je commence ma carrière depuis le temps du manufacturier, on a un système, un processus d'affaires qui s'appelle la prévision de la demande puis le plan maître de production. On a une prévision sur 12 mois qu'on révise à tous les mois. On download notre demande, on forecast de vente, on fait l'analyse, on fait réarrime le plan maître de production, puis on recommence un mois après. Il y a 4 ou 5 ans, quand je suis encore directrice de l'usine de Pfizer ici à Ville-Saint-Laurent, on m'a regardé un moment donné, on m'a dit « Annie, c'est aux semaines qu'on fait ça. » Fait que vous réalisez que depuis les années 30, 40, depuis qu'on a des systèmes de production, c'est le processus mensuel, tout d'un coup, est passé à la semaine et je suspecte que la semaine va passer à la journée ou à la minute. Comment est-ce que tu as 5 personnes, tu as 4 personnes qui font ça ou 3 personnes qui font ça pendant un mois puis qui recommencent? Tu veux faire ça à la semaine avec la quantité d'informations qui t'est envoyée? C'est impossible de faire ça manuellement. Tu ne survivras pas, c'est pas possible. Rajoute 20 personnes, tu auras un résultat qui sera. Fait que d'arriver à utiliser les données qui rentrent massivement, et si ça se fait, c'est parce que les marchés ont plus de données en temps réel qui te remontent vers toi plus vite. Et nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se retourne vers les gens chez qui on commande des cartons, des shippers, des composantes d'emballage, qui est souvent au bout de la chaîne de production. Et là, moi, je veux plus le carton, d'habitude, tu as 2 runs par année où est-ce qu'ils fabriquent tes cartons puis ils ne changent pas ça parce qu'il n'y a pas l'agilité pour bouger. Mais là, c'est comme tu te retournes, il faut que tu bouges. Et si tu ne bouges pas, tu meurs parce que tu ne seras pas capable de me suivre. Et moi, je ne l'impose pas. On a toujours l'impression qu'on est grand donneur d'ordre, qu'on impose aux fournisseurs, mais on l'impose parce qu'on n'a pas le choix nous-mêmes, parce qu'on est le fournisseur de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense, ça va juste s'accélérer. Ça ne ralentira pas. Et si l'ensemble des acteurs, les services, les biens qui sont donnés dans toute la chaîne ne s'ajustent pas, il y en a qui vont débarquer, c'est inévitable. Bon point. Accélération de la chaîne. Et puis, je ne pense pas que vous étiez en planification dans les années 30 et 40. Alors, j'imagine qu'on était plus dans les années 90, début 2000, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a des planifications au mois, peut-être pas, mais à la semaine facilement, avec des plans de production en début de semaine qui changent puis qu'on ne remet pas à jour. Ça, c'est pas mal le typique dans nos manufacturières. Fort intéressant, comment du côté de l'aéronautique, la technologie vient changer puis supporter cette accélération-là d'échange d'informations? Du côté de l'aéronautique, pour un OEM comme Bombardier, donc on a géré une chaîne
assez complexe, donc qui est mondial, qui est global. Et pour nous, ce qui est important au niveau de la technologie, c'est on veut essayer d'établir de la connectivité, de la transparence entre nos fournisseurs et bombardiers. Donc, que le flot d'informations arrive à passer le plus facilement possible pour qu'à la fin, si on arrive à répliquer cette transparence-là à tous les échelons, d'être capable de détecter finalement un risque géopolitique ou un risque climatique qui arrive à un endroit du monde et qui va nous impacter dans quelques mois, quelques semaines, et nous permet de corriger nos façons de gérer notre stock, notre inventaire. Donc, de passer de just-in-time à un just-in-case, par exemple, qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose qui se passe là. Et des exemples, il y en a de toutes les couleurs, des coups de froid qui peuvent arriver à des moments imprévus dans le sud des États-Unis, qui, quelques mois après, créent une répercussion sur la business de Ceylan, de choses. Donc, et c'est ça qu'on veut en termes de vision, arriver à détecter, c'est la gestion du risque à travers les multi-échelons de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est un gros défi. C'est vraiment un défi parce que il y a tellement de joueurs, il y a tellement de tiers entre nous et la matière première. Donc, c'est un des défis. L'autre qu'on voit, c'est au niveau des PME. Certaines PME travaillent encore avec beaucoup de fichiers Excel. Donc, quand on parle de gestion de stock puis d'essayer de connecter les choses ensemble, les fichiers Excel, c'est pas toujours les meilleurs. Donc, peut-être des investissements du côté MRP à pouvoir faire pour un peu aider en termes de première étape de modernisation. Effectivement, on est encore pour certaines PME au niveau de l'intégration, hein, parce que bon, fichier Excel, c'est bien, ça fait des choses, mais ça ne s'intègre pas, ça se communique mal. Du côté d'Hypertech, les fichiers Excel, j'imagine qu'on n'utilise pas ça pour planifier puis communiquer avec nos fournisseurs. Parlez-nous un peu de votre chaîne d'approvisionnement. Vous êtes quand même dans un secteur hyper compétitif, là, vraiment. Vous, c'est avec l'Asie, c'est avec le monde entier, avec des pays qui ont investi énormément dans ces technologies-là. Donc, allez-y. Alors, c'est sûr, nous, on est dans un monde des TI. Comme tu as dit, ça bouge très vite. Une nouvelle technologie arrive à tous les 18 mois. Alors, il faut qu'on soit tout le temps en avant. Dans le cas de la chaîne d'approvisionnement, on fait un forecast, c'est sûr, un forecast de 12 mois, mais c'est pas vraiment détaillé. Comme on a parlé avant, c'est aux semaines qu'on va faire notre production. Alors, la façon qu'on gère cette différence, parce qu'il y a certaines matières qui prennent 12 à 16 semaines d'arrivée de ces temps-ci, plus comme du 20 à 25 semaines, c'est il faut regarder par tiers de combien de temps ça prend que ça l'arrive avec le même point que combien que ça coûte. Par exemple, les châssis, ça prend 16 semaines d'arrivée. Alors, on va regarder notre forecast, amener des châssis en avance, puis après, les matériels qui coûtent très cher, comme des CPU qui sont assez rapides, mais ça c'est just in time le plus possible. Alors, c'est sûr, tout ça rentre dans notre système de production qui contrôle toutes les bombes bill of materials, le matériel qui rentre dans l'ordinateur ou le serveur. Puis c'est sûr, on essaie de matcher le plus possible avec qu'est-ce que le client demande. L'affaire, c'est dans les TI, une journée, une mémoire, ça peut venir de Micron ou de Samsung ou de quelqu'un d'autre. Alors, c'est très dur de gérer qu'est-ce qu'on appelle le AVL, Authorized Vendor List. Alors, c'est toute cette gestion en même temps. OK, c'est toute la gestion en même temps. C'est sûr, ça doit être contrôlé par un système informatique. Sinon, c'est impossible à gérer le nombre de variables qui sont sur la table. Juste pour bien comprendre, là, vous avez donc un forecast, vous recevez, je comprends, les commandes, mais en l'arrière, votre chaîne avec vos fournisseurs, est-ce que vous avez de la visibilité sur ce qu'ils amènent? Parce que vous faites de l'assemblage, j'imagine aussi. Oui, c'est sûr qu'on a une visibilité, mais dans les TI, ça change tellement vite que des fois, il faut être capable de changer un fournisseur comme 2 mois avant. Alors, si on parle à tous les fournisseurs, on parle Intel, AMD, on parle de, ça c'est les gros NVIDIA. Par exemple, aujourd'hui, AMD voit une très grande croissance de leur part de marché dans le high performance computing. Mais leur capacité de bâtir pour cette grande capacité qu'ils ont pris n'est pas à la hauteur nécessairement. Alors, il y a des bris de matériaux qui se passent à travers le temps.
Alors, c'est pas facile de gérer ces changements très rapides. Alors, il faut constamment parler aux clients, comprendre leurs demandes, pas juste voici le spec que je veux, mais en détail, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est quoi, sous-entendu, qu'est-ce que tu essaies d'accomplir avec cette machine? Alors, nous, on veut comprendre le software qui va rouler dessus, puis on fait des changements à travers le temps. Mais le point, c'est, sans un système numérique, c'est pas possible de faire ça en Excel. Bonne chance. Non, je comprends, mais ce que je trouve drôle, c'est que je vous envoyais la parole, je me disais, là, on va être dans la chaîne hyper instrumentée, tu sais, puis, ben non, finalement, on le rappelle, le client, puis le besoin, il faut mieux le comprendre, puis finalement, on va peut-être annuler notre fournisseur, donc il y a quand même beaucoup d'humains, il est supporté, la décision est supportée, les décisions sont prises de façon éclairée parce qu'on a la donnée, mais l'humain, il est là. Et des fois, on rappelle le client, donc je trouve ça intéressant, c'est pas l'image que j'avais, mais c'est très bien. Est-ce que justement cette flexibilité-là au niveau de la chaîne d'approvisionnement, parce que bon, COVID, chaîne d'approvisionnement, c'est probablement le plus gros problème, un des plus gros problèmes que vous avez à gérer. Je sais pas du côté de Bombardier, Pfizer aussi, pour l'imprévu dans la chaîne. Est-ce que ça a été vraiment l'enjeu? Puis est-ce que vous avez eu des leçons en fait à tirer de ça, puis des améliorations ensuite que vous avez apportées? On a été assez surpris du côté de chez Pfizer de la robustesse de notre supply chain. Vous n'avez pas dû entendre beaucoup de manque de médicaments dans les hôpitaux de façon générale pour l'industrie pharmaceutique, mais ça a été un défi énorme et je pense que je parlais avant de la capacité d'intégrer, d'aller chercher la numérisation. Je ne pense pas qu'on aurait passé à travers de ça sans ce qu'on avait déjà en place, sans savoir finalement. Vous pouvez imaginer que les hôpitaux, du jour au lendemain, ont complètement changé leur profil d'achat. C'était, on traite COVID, qui est des produits qu'on faisait une fois par année pour l'intubation de patients. Je veux dire, ça se fait pas énormément, ça s'est mis à se faire massivement. Je veux dire, ils cherchaient des respirateurs, vous l'avez entendu au début. Et tout d'un coup, les opérations ont arrêté, les traitements, sauf critiques en oncologie et autres, ont arrêté. Fait que nous, d'ajuster ça a été énorme. Ça a pas été, ça a été un défi logistique. On a tous vécu des défis logistiques parce que les ports et les transports ont été affectés. Et un défi, j'en parlais avec plusieurs personnes, un défi aussi électronique parce que l'industrie électronique a été très affectée. Et pour nous, avoir des pièces de rechange, etc., c'est un défi. Fait que il y a probablement quelque chose là-dedans, plus que le côté, je vous dirais, matières premières ou composantes d'emballage, de ce qu'on pouvait avoir. Mais la chaîne, de façon assez impressionnante, a résisté assez bien. Je sais pas. Non, pas de... Oui, vas-y, Elliot. Bien, comme tu l'as mentionné, c'est les TI qui ont été frappés le plus fort parce que tout vient d'Asie, puis la Corée du Sud, puis d'autres manufacturiers en Asie. Alors, nous, on l'a vu au début du COVID, tout de suite, des problèmes dans l'approvisionnement. En ce moment, nos clients au gouvernement fédéral, il faut qu'on leur dise vos commandes pour mars, ça doit venir aujourd'hui, sinon ça ne va pas être livré. Alors, ça montre à quel point qu'il y a un délai dans les commandes. Alors, qu'est-ce que ça revient? C'est des planifier en avance. Alors, nos clients, on leur parle régulièrement pour planifier vos demandes plus en avance maintenant. On est prêt à vous aider dans le supply chain, à sécuriser certains matériaux en avance, mais il faut vraiment avoir un bon plan parce que sinon, c'est du 6 mois, des fois avec juste un ordinateur, un laptop très simple. Oui, Luc Poirier. Ben, écoute, par rapport à tout ça, parce que nous, on est tous les jours, là, notre problème en haut de la feuille, c'est la chaîne d'approvisionnement. On est un distributeur. Donc, avec plus de 1000 fournisseurs chez nous, tu peux t'imaginer la complexité de la chaîne d'approvisionnement pour nos clients, puisqu'on est entre l'arbre et l'écorce. Tout ça pour dire qu'on revient tantôt à ton point, à ta première question que tu m'as posée, c'est-à-dire, c'est quoi le statut des PME? Puis, Pierre-Olivier, tu parlais d'une certaine forme de crainte de petites entreprises. Moi, je suis convaincu que les problèmes d'approvisionnement vont, à tout égard, forcer ou motiver les entreprises. Parce que là, tu parles de la compétitivité. Là. C'est-à-dire, t'es rendu, c'est plus du just-in-time, comme tu disais tantôt, c'est du just-in-stock. Puis, ça devient ta compétitivité d'entreprise. Parce que si tu es capable de livrer plus vite que ton compétiteur, tu viens de gagner des parts de marché de façon drastique. Fait que
un des éléments qui pourrait justement vaincre cette peur-là au niveau des PME dans une accélération d'innovation et de transformation numérique, bien, qu'on profite justement de l'état de la chaîne d'approvisionnement, qu'on investit là-dedans, puis que ça commence par des petites choses. Mais ça, c'en est un élément. Puis nous, chez nous, c'était par défaut, par intérim de la pandémie, un élément qui a fait qu'on investit. Encore, tu vois, j'en ai parlé ce matin dans la coupe de fil automatisée, tout ça. Mais ça faisait partie de l'équation. Là. Mais là, 2 ans, jamais ça aurait fait partie de ça. Mais là, ça, c'est ça. Puis je pense que si on veut justement sortir du peloton, là, puis avancer dedans, là, c'est go, c'est le temps. Il faut le faire. Jérôme Joussin, impatient. Allez-y, de Yulcom. Effectivement, je veux faire un parallèle avec le domaine du numérique. C'est fou qu'actuellement, dans notre domaine, la compétition se joue sur tes capacités de livrer dans un délai plus court que les concurrents. Parce que les gens, ils ont un besoin pressant et ils veulent s'assurer que parmi tous ceux qui compétissent, d'abord, qui sont les meilleurs et parmi les meilleurs, qui est plus rapide. Il ne faut pas oublier que dans le domaine du hardware, le taux de changement des logiciels est rapide chaque 6 mois. Et nous, les logiciels que nous développons pour les applications métiers, ça va aussi vite. Donc, si tu dis à ton client que je vais te livrer dans 8 mois, alors que dans 8 mois, il doit commencer à réfléchir à la nouvelle solution, ben, il n'ira pas avec toi. Donc, je pense que les compagnies québécoises sont dans cette dynamique-là où il faut apprendre à aller plus vite. On n'a pas le choix. Il faut vraiment apprendre à aller plus vite. Et nous, on est dépendants aussi de ceux qui sont les équipementiers. Parce qu'on a besoin d'équipements pour pouvoir travailler. On a besoin d'ordinateurs. Nous, on a voulu faire une commande d'ordinateurs hier avec Apple. Et ils nous ont dit qu'il faut attendre le 14 décembre avant d'être livré. On dit, mais le 14 décembre, c'est pas possible. 2 semaines de sprint, là, dans la programmation informatique, c'est beaucoup. Alors donc, c'est vous dire à quel point on est très liés et qu'on est tous embarqués dans les mêmes problèmes. La rapidité. Merci. Oui, allez-y. Ah, pardon. C'est bon. Allez-y, Claudette. Si je peux peut-être apporter le point de vue de la petite PME, on parlait de la chaîne logistique puis des difficultés puis des enjeux présentement. Bien, un des enjeux dans la petite entreprise va être les coûts qui ont explosé au niveau de l'approvisionnement, les coûts de transport. Et là, ça retarde. Fait que je vais lancer la balle vers les financiers parce que là, ça retarde des projets numériques puis d'investissement parce que là, tu es dans un mode où, oups, il faut réajuster certaines priorités puis certaines capacités. Je reprends. Effectivement, on a parlé que, à Dilsep, vous avez dit l'enjeu, c'est l'argent. Est-ce que c'est l'enjeu vraiment pour vos PME? Honnêtement, moi, je pense que les PME, aujourd'hui, ils ont un accès à une liquidité, une abondance dans le marché phénoménal. Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse la notion du taux d'intérêt et l'investissement. Il faut qu'on passe au retour qu'on va aller chercher. Ça va nous amener où? C'est quoi l'avantage compétitif? Quand on regarde la structure des taux d'intérêt aujourd'hui, je pense que les 2 dernières années, on a eu des taux qui étaient parfois même aux alentours de 2%, 3%. C'est du jamais vu. Donc, c'est le moment pour les PME et les entreprises d'investir massivement parce que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher la technologie et il y a beaucoup de programmes qui sont offerts, que ce soit de la part des institutions financières, ça de la part aussi d'agents du gouvernement où on aide énormément. Avant, c'était très difficile de financer de l'intangible. Donc, quand on parle digitalisation logicielle, aujourd'hui, pour donner des chiffres, ça nous est arrivé dans une PME, on a financé un système informatique qui a coûté 3-4 millions de dollars. Mais le hardware ne représentait même pas 10%. Le reste, c'est du vent. C'est sûr, une grande entreprise, 3-4 millions, c'est rien. Mais pour une PME, et avant, les agents financiers, les banques ou les institutions financières, tu dis que tu vas financer des licences et du soft à concurrence de 3 millions. Tout le monde avait peur. Aujourd'hui, c'est devenu très normal. Donc, moi, je trouve que les PME ont de la possibilité aujourd'hui. Il faut juste aller cogner aux portes et on est là pour supporter. Avant de vous envoyer je sens le chant, et c'est tellement intéressant parce que ça fait longtemps qu'on le sait qu'il y a des ERP puis des grands projets de numérisation de processus
Pour $1, là, tu dois en mettre 9 en développement de processus, développement de compétences, changement du modèle d'affaires. Mais les entreprises, encore aujourd'hui, en 2021, ils sous-estiment ça. Puis, à un moment donné, on me disait même, il faudrait que vous ayez présenté vos conférences sur le 4.0 aux banquiers pour être sûr qu'ils... Puis là, aujourd'hui, on me dit, non, c'est beau, au niveau des banques, là, on a compris que c'est du temps interne aussi, la transformation numérique. Est-ce que Desjardins, vous venez supporter le temps interne dans la transformation numérique? Entièrement, oui. Je vais juste faire un petit parallèle, c'est tellement bon. Même dans les banques, ce qu'on a vécu, puis Adil, tu confirmeras, avant de faire un prêt, là, ça se faisait assez rapidement. Là, je vais faire un petit parallèle sur l'immobilier, là. Mais le marché a tellement été fou depuis 1 an et demi, là. Le taux d'intérêt, les clients, c'était pas c'est quoi ton taux d'intérêt, c'est mon notaire, vous savez, les délais de notaire, d'évaluateur, tout le monde cette année, c'est du jamais vu. Quand est-ce que tu peux closer? Fait que ça revient, je pense, dans toutes les industries ici autour de la table. Malheureusement, c'est plus t'es-tu bon, t'es-tu fin, tu peux-tu livrer. Fait que j'espère, Luc, que tu as 100% raison que ça va faire en sorte que les entreprises vont investir massivement aujourd'hui. Puis comme Adil vient de le dire, les taux d'intérêt sont tellement bas, pensez-y même pas, allez-y. Fait que Geneviève, pour répondre à la question, oui, de l'intangible, l'argent, il n'y en a jamais eu comme en 2021, de l'argent. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas capable de financer un projet, un immeuble, un transfert d'entreprise, du tangible, de l'intangible, c'est peut-être que c'est le projet le problème, c'est-tu l'individu derrière, mais c'est pas une question de fond. Puis on pourrait nommer plein de choses, que ça soit le transfert d'entreprise qui est d'actualité aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais très sujet d'actualité, puis souvent c'est de l'intangible, c'est les actions qu'on finance. Fait qu'on finance quoi? C'est un cash flow futur. Donc, si on est dans le manufacturier 4.0, puis quelqu'un veut faire un mandat, BDC en fait beaucoup des mandats, Adil peut-être en parlera tantôt, des mandats de consultation pour justement aider les entreprises, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais si ce mandat-là, c'est prouvé qu'il va y avoir des économies d'1 million, de 500, peu importe, c'est récurrent. Mais nous autres, on va financer le projet parce que c'est du cash flow, c'est des flux monétaires qui vont être là. C'est aussi simple que ça, puis je pense que c'est l'idée, l'important aujourd'hui, là, les gens qui ont des idées, allez-y. On en parlait encore là ce midi, je me rappelle bien avec M. Dandurand. C'est l'idée. C'est pas les fonds, c'est pas la taille de l'entreprise. Levez la main, allez-y. Il va y avoir quelqu'un d'autre pour vous supporter. Puis ayez pas peur. C'est ça. Nicolas Morel. Pour faire du pouce sur ce que tu disais aussi, tu sais, la disponibilité de la liquidité, il y en a dans les banques, mais comme je parlais tantôt, les fonds. Dans le secteur manufacturier, Engen, c'est un des superclusters du gouvernement fédéral avec plusieurs centaines de millions de dollars à la disposition des entreprises manufacturières qui veulent faire une conversion, moderniser leurs opérations, qui va, en plus de couvrir l'intangible, le temps interne, le temps investi, les services professionnels sont là-dedans. Tu peux write off une partie de l'équipement que tu achètes pour le faire. Fait que tout ce qui est un downstream effect de ton projet que tu mets en place, c'est tout quelque chose auquel tu peux aller chercher jusqu'à 50% du coût de ton projet en financement. C'est vrai dans l'IA, c'est vrai dans le manufacturing, c'est vrai dans les fonds de tout ce qui est modernisation, même ici au Québec. Fait que, tu sais, les organisations, quand ils viennent à nous, ce qui était intéressant, c'est qu'avant, tu sais, il y a des gens qui faisaient des demandes, mais les demandes n'étaient pas acceptées. Souvent, c'est parce que le client n'est pas tout à fait très bien aiguillé ou très bien structuré dans sa demande. Tu sais, c'est flou, le ROI est flou. La raison de pourquoi ils ont choisi cette initiative-là versus une autre est floue. Il y a beaucoup de gut feeling de « je dois le faire, j'ai remarqué que tout le monde le fait, je vais le faire aussi, puis ça va me coûter 3 millions ». Fait que ce qu'on a remarqué, c'est que quand on commence plus tôt, puis on fait une certaine mise à niveau d'un point de vue IA, mais ça, je pense que ça s'applique dans n'importe quel service professionnel, de qu'est-ce que c'est exactement cette technologie-là. Et après ça, pensons à comment que ça pourrait aider l'entreprise concrètement. Puis après ça, priorisons les initiatives basées sur ce qu'ils peuvent donner en termes de rendement. Après ça, vous allez être équipé pour faire un business case, pour aller voir vos banques, les fonds, pour dire, mais voici le ROI que je projette basé sur l'investissement aujourd'hui. Puis ils ne cherchent pas des retours de 10 fois en 1 an. Ils cherchent des business cases qui sont stables et qui sont bien remplis et qui ont, dans le fond, une bonne chance de succès. C'est tout. Puis il y a des milliards de disponibles pour ces programmes-là.
Petite pub, Investissement Québec, hein, vous avez vos conseillers spécialisés en développement économique. Moi, je fais pas ça, mais j'ai ça. Alors, Engen, Scale AI, il y a BDC aussi qui connaît les programmes. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses. On est au CEI de Montréal. Ces gens-là sont là aussi pour aiguiller vers ces programmes-là. Donc, effectivement, c'est pas des ressources qui manquent nécessairement. Donc, Annie, dans nos conversations, vous nous avez mentionné certaines... Tu sais, dans le fond, c'est éviter le trip technologie, mais c'est-tu plus, dans le fond, au niveau de la réflexion stratégique, les défis de la transformation? En fait, petit commentaire sur la journée d'aujourd'hui. Quand je me suis présentée au forum, j'avais peur qu'on parle sur toute technologie. Et l'ensemble des présentations, je pense, de tous les entrepreneurs, de tout le monde qui est venu témoigner, ont commencé par la vision de qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Être plus rapide pour le client, d'être plus précis, d'offrir une valeur ajoutée. Puis après ça, comment est-ce que n'importe quel outil, que ce soit technologique ou autre, peut m'aider? C'est pas simple, c'est pas si facile que ça. Un de mes rôles chez Pfizer, je suis responsable de tout ce qui est système productivité pour l'ensemble des usines de Pfizer. C'est aussi de dire oui ou non à des projets de technologie mondiaux. Là, pour les usines, chaque site est capable de faire ce qu'ils veulent, mais quand on fait des choses larges, et vous pouvez imaginer que chez nous, on a beaucoup de scientifiques, d'ingénieurs, de chimistes, hein, puis qui me présentent, disaient hey, « ça serait le fun, on aimerait ça faire un projet de Google Glass, ça serait le fun. » Là, je sors ma liste de critères fun. Non, c'est pas là. As-tu une autre? Par contre, ça peut être, on a des Google Glass, on a un défi de formation de la main-d'œuvre, on ne sait pas ce que ça donne, on ne sait pas exactement c'est quoi l'investissement requis, on peut-tu faire un petit projet pour comprendre, puis après ça, on verra ce que ça va donner. Oui, pas de problème. Mais la difficulté de ne pas faire un trip technologique, de vraiment l'arrimer à c'est quoi nos défis, qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on essaye d'améliorer, puis d'ancrer là-dessus, puis d'y aller. Je pense que c'était Mouvéan qui parlait de petits morceaux, là, tellement important, comme la construction d'une maison ou quoi que ce soit. Le temps qu'à y être est très dangereux dans ces projets-là. C'est extrêmement important, autant pour la PME que la très grosse entreprise. Je veux dire, c'est le même processus, c'est la même chose, puis de ne pas se faire... jamais garder l'objectif de qu'est-ce que tu essaies d'améliorer, qu'est-ce que tu essaies d'amener, qu'est-ce que tu essaies de préparer. Et effectivement, donc je pense qu'il faut y aller avec des petites étapes et aller chercher l'accompagnement, se faire challenger, revoir sa vision. Ça, c'est très important pour les entrepreneurs. Donc, il ne faut pas ni sous-estimer, ni surestimer. On n'a pas besoin d'une PME. Par exemple, on va dire peut-être un ERP, qu'on va aller chercher le SAP qui va coûter 2 millions de dollars parce que le fameux temps carrière, ça va pas servir à une PME. Et il ne faut pas non plus aller vers le bas et prendre quelque chose qui va être obsolète dans 1 an. Donc, c'est un système ou une capacité, il ne faut pas qu'on l'utilise à 30%, mais il ne faut pas qu'on l'utilise jour 1 à 95%. Parce que si on est à 95% jour 1, c'est sûr elle va être obsolète dans 18 mois. Mais quelque chose qui est à 20% aujourd'hui, vous êtes en train de payer pour rien. Donc, s'accompagner, définir la vision, les priorités et accepter à se faire challenger de l'interne ainsi que de l'externe. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose que nos entrepreneurs doivent